Passons maintenant aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, qui y répond avec plaisir, on en sélectionne quelques-unes, et il y répond. Là, cette semaine, on a une question de Tomso, qui avait posé sa question en commentaire du dernier King Energy. Passionnant, merci, question. Quelles sont les différentes choses qu'observe Fernand pour estimer le potentiel d'un jeune futur talent? Deux éléments qui me sont les plus observables, c'est le calme, ce que les Anglais disent compose. Le, le, le calme, l'observation, la manière de prendre des décisions après avoir observé. C'est un signe très annonciateur de quelque chose de sérieux. Deuxième facteur observable tout de suite, les décisions prises. J'ai souvent fait l'analogie en disant que l'OMMA était comme des mathématiques où on résout des problèmes et en gros, à chaque fois, tu as des cas qui arrivent. Est-ce que je bloque? Est-ce que j'esquive? Est-ce que je me déplace ou est-ce que je mets le sprawl? Est-ce que je continue à boxer ou est-ce que je l'amène au sol? Il y a toujours des cas comme ça que tu observes très rapidement et tu te dis, oui, il y a des choses que tu observes, des observables comme ça, où tu te dis, le gars qui a combattu contre Pimblet, Luigi Vendramini. Vendramini arrive, tac, 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 boum, il allume, boum. Pimblet n'est pas bien. Pimblet est sonné. Sonné. Il fait quoi? Takedown. Il a mis un takedown à un mec sonné. Il faut comprendre que le mec qui est sonné, c'est comme dans les jeux vidéo, hein, où il y a une barre d'énergie qui descend, qui descend, qui descend. Ensuite, il y a les oiseaux qui bougent. Et quand les oiseaux bougent, il faut finir le mec. Donc, quand il y a ce chapeau d'oiseau là sur ta tête. Et au lieu de finir le mec, il l'amène au sol. Ça veut dire que Pimblet n'est plus sonné parce qu'il le récupère grâce à son adversaire. Ça, ce sont des choix qui montrent que le mec ne sera pas champion du monde. Ce sont des décisions. Trevor Whitman, que je considère comme étant le coach aujourd'hui, les coachs disaient, la différence entre un bon combattant et un très bon combattant, c'est que le très bon combattant ne fait quasiment pas d'erreur. C'est aussi simple que ça. Le très bon combattant préfère ne pas faire d'erreur. Il va faire quasiment pas d'erreur. C'est le parfait combattant. Dès que tu te mets à faire des erreurs, on va trouver ta faille et tu t'exposes. C'est pour ça que je te parle de Pimblet en disant il fait des erreurs sur sa défense de boxe. C'est pour ça que je te parle de son adversaire Vendramin en disant il fait. Enfin, le mec, s'il reste debout, il continue à envoyer crochet, crochet, fin du combat. Pimblet tombe, on arrête le combat, fin du game, fini. Il fait quoi? Double leg. Ça, c'est l'un des observables sur moi chez un jeune. Alors là, c'est un peu plus complexe. La même chose en moins complexe. Et tu sais si le choix est bon. Ça peut être simple. Hein? Je vois un jeune, on décide de faire toucher épaule, donc toucher sans se faire toucher. Et il va faire, toucher, je recule, le bras passe, et donc je suis content, j'ai marqué un point. Ensuite, comme son cerveau est futé, il se dit, OK, je vais encore gratter et marquer 2 points. Toucher, je sors. L'autre essaie de toucher, il passe, je retouche, je ressors. L'autre essaie de toucher, je retouche. Là, tu dis, oulala, il est petit, c'est simple ce que je viens de voir, mais c'est de l'intelligence. Ensuite, tu élèves le niveau du jeu et tu dis, OK, on va faire toucher épaule et toucher genou. Et donc, tu vois des mecs qui vont faire toucher épaule, toucher épaule, toucher genou. Non, toucher épaule, toucher épaule, 3 fois. Ensuite, il va faire toucher genou, toucher genou, toucher genou 3 fois. Et donc, il prend les risques de se faire contrer parce que quand il va toucher le genou, l'autre touche son épaule.
Ce sont des gamins, ils sont encore sur le toucher-épaule, mais ils sont en train de faire les préambules du MMA. Et là, tu captes que le quotient intellectuel est moins élevé. En tout cas, le quotient intellectuel du combattant, le fight IQ est moins élevé. Maintenant, tu vois de l'autre côté un binôme où il y a un jeune qui fait toucher-épaule. Il fuit, il revient, toucher-épaule. Il fuit, et quand l'autre le suit, il descend, toucher-genou. Il vient juste de montrer qu'il est un Georges Saint-Pierre. Il boxe. Quand tu veux foncer dessus, il descend et touche. Aussi simple que ça. Tu lis les informations qui te font croire, OK, bah, en termes de décision, il est intelligent. Bien entendu, pour accompagner tout ça, il va falloir qu'il y ait un modèle de performance. Il va falloir qu'il y ait un minimum de qualité physique. Il va falloir qu'il y ait un minimum de qualité mentale. Mais le mental, je m'en moque limite à ce niveau-là. Parce qu'on n'est pas au tir à l'arc. On n'est pas au tir à la carabine aux Jeux Olympiques, où on a besoin d'ultra concentration, où les gens dopés vont prendre ce qu'on appelle les bêta-bloquants qui vont inhiber toutes les émotions. On n'est pas sur ce genre de sport. Tu pourrais boxer en parlant. On a vu Kevin Holland boxer, gagner des combats sans être concentré. Le MMA n'a pas besoin de beaucoup de concentration. Les aspects psychologiques dont on a besoin sont la dureté au mal, la ténacité, la témérité, enfin, toutes ces notions de combativité-là. Mais pas besoin d'ultra concentration. Alors qu'à côté de ça, on a besoin de force, on a besoin d'endurance, on a besoin de coordination, on a besoin de vitesse. Est-ce qu'on a besoin de souplesse? Pas tant que ça. Parce que finalement, les frappes se donnent de manière puissante. La puissance, c'est le croisement de la vitesse et de la force. On n'a pas besoin, comme en full contact, d'être archi souple parce que le règlement dit que pour que ton round compte, il faut que tu aies mis au moins 10 coups de pied au-dessus de la ceinture. Et donc, tu as besoin d'une aisance gestuelle avec tes coups de pied. Non, on n'en est pas là. Il faut un modèle de performance. Il faut modéliser la performance pour qu'on puisse avoir des observables corrects. Mais déjà, pour moi, personnellement, ce qui m'impressionne, c'est le calme dans la gestion. Parce que quand un athlète débute, il a des mouvements parasites. Il a ce qu'on appelle des mouvements balistiques. Quand il y a un point qui arrive, il balance le bras vers l'extérieur pour bloquer le coup de poing parce que c'est un réflexe naturel. L'instinct de survie fait que ta main va avec l'extérieur. Quand tu commences à apprendre le MMA, tu comprends que si tu fais ça, tu t'exposes à des feintes parce qu'on va te feinter, ta main va s'ouvrir et on va passer le coup ici. Et donc, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que avec le temps, ta main, tu viens juste la poser sur toi de manière alternative. Et quand tu as un jeune qui vient d'arriver, qui n'a pas encore l'expérience, mais qui est calme sur son système de défense, tu dis, bah, il y a quelque chose, il est sûr de lui, il est calme, ça veut dire que son cerveau a le temps de réfléchir avant de prendre la décision du système de défense. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est de bon augure. Ensuite, tu vois les choix qu'il fait et tu en conclus qu'il y a peut-être quelque chose. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui vont suivre. C'est le facteur d'être coaché, ce qu'on appelle la coachabilité, le facteur d'être managé, ce qu'on appelle la confiance, aussi simple que ça. Le management, c'est la confiance. Il y a confiance, il y a management, il n'y a pas confiance, laisse tomber, change de manager. Voilà, s'il y a ces éléments-là de coachabilité, de management, bon, on peut avancer.